Claude Ardide est grand reporter et écrivain. Il publie dans Les Enfants du Purgatoire le récit de plusieurs mois d'immersion au cœur de la brigade des mineurs de Marseille. Une expérience hors du commun auquel peu peuvent avoir accès. Un bébé secoué, prostitution de mineurs, jeune fille mythomane, un ministère complètement déconnecté des réalités. Claude Ardide dit toucher du doigt le fond de la misère humaine. Mais il raconte aussi la grandeur d'âme et la dévotion totale du personnel de cette brigade, composée uniquement de femmes. Des policières et des enquêtrices d'exception, ultra dévouées à rendre justice à ses enfants. Pour regarder l'intégralité de cet entretien avec Charlotte Dornelas, souscrivez notre offre rejoindre dès 3,99€ par mois. Cette participation nous permet d'exister et vous donne accès à des entretiens et des reportages en intégralité et sans publicité, mais vous permet aussi d'échanger directement avec nos journalistes. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui sur VA+, je reçois Claude Ardide. Bonjour. Bonjour Charlotte. Qu'est-ce qui vous a mené dans cette brigade des mineurs de Marseille ? Est-ce que c'est un reportage précédent ? Est-ce que c'est le sujet lui-même ? Alors j'avais fait 2 documentaires, le premier pour France 5 sur la prostitution des mineurs de moins de 15 ans. Et comme c'était France 5, la directrice des docs m'avait dit « Essaye de ne pas tomber dans la précarité, la souffrance, la misère. » Grosso modo, ça aurait été un peu une image d'Épinal d'aller chercher ce qu'on appelle de façon très pudique les escort girls dans les quartiers difficiles. Et donc on avait fait un doc sur les jeunes filles de bonne famille qui tombent dans la prostitution. Et on avait tourné une séquence assez forte à la brigade, plusieurs séquences à la brigade des mineurs de Paris. Et j'avais discuté notamment avec une enquêtrice qui m'avait beaucoup impressionné, qui était d'origine britannique, qui s'appelait Catherine, et qui m'a dit « Mais installez-vous plus longtemps à la brigade des mineurs et vous verrez l'horreur au quotidien. Parce que les prostituées gamines, c'est une toute petite partie de notre travail. Même s'il y a 5 ans, on avait 10 dossiers, aujourd'hui on a 100. » Et puis, j'ai continué parce que je me suis rendu compte que les prostituées mineures, le premier geste qu'elles effectuent, c'est de fuguer pour échapper au milieu familial, à l'école, au foyer, etc. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait des centaines de milliers de fugues en France qui concernaient des ados qui, pour la plupart, étaient très, très jeunes. Ils sont de plus en plus jeunes, 11 ans, 12 ans, 13 ans. Et là, cette fois-ci, on a tourné à Marseille parce qu'il y avait des histoires de fugueurs absolument invraisemblables, avec des gamins qui fauchaient la voiture de leurs grands-parents à 14 ans, qui piquaient la carte bleue des parents, et puis qui partaient en voyage en Italie, en Grèce, enfin des fugues absolument inimaginables. Donc on a tourné à la brigade des mineurs de Marseille avec 2 enquêtrices dont je parle beaucoup dans le livre, Anne et Valérie, et qui me disent exactement ceci. Claude, viens chez nous, installe-toi, évite les caméras parce que c'est compliqué de filmer des gamins, etc. Mais tu vas voir ce que c'est que... Alors, puisque je peux utiliser l'expression, tu vas tomber au fond du bidet. Alors après, elles ont rectifié, elles m'ont dit, voilà, tu vas racler le caniveau, tu vas toucher les tréfonds de l'inhumanité, parce que si les ados fugueurs, bon, c'est un sujet assez... qui n'est pas très important dans la brigade des mineurs, mis à part les disparitions inquiétantes. À l'inverse, on va te parler de l'inceste, on va te parler des agressions sexuelles, on va te parler des bébés secoués. Alors, je ne connaissais pas du tout le phénomène. On va te parler des parents qui pètent les plombs et qui massacrent des bébés. Et là, je me suis dit, c'est inimaginable, quoi. Elles m'ont dressé une espèce de tableau, mais d'une noirceur absolue, qui logiquement aurait dû me faire fuir. Et je me suis dit, non, il faut que tu restes, il faut que tu t'installes, il faut que tu oublies les caméras, que tu prennes... parce que moi, je suis plutôt... mes débuts, c'était la presse écrite, et les magazines et les journaux. Je dis, tu prendras un petit cahier, un crayon, puis tu vas t'installer dans les bureaux, et tu vas écouter, tu vas voir, tu vas assister aux auditions. Et ça a démarré comme ça. Et le démarrage a été foudroyant. C'est-à-dire que j'ai pris la foudre dès le premier jour. Alors c'est vrai que vous racontez qu'en effet, dès le premier jour, c'est extrêmement compliqué. On va de dossier en dossier avec vous et en effet, on touche de près l'inhumanité de certains actes, en tout cas posés à l'encontre de ces enfants. Alors, vous parlez de 2 femmes au sein de la brigade et ce qu'il faut dire, c'est qu'on découvre dans votre livre que la brigade est essentiellement composée de femmes. Est-ce que c'est quelque chose qui est... Alors c'est amusant parce qu'on ne s'y attend pas forcément, c'est assez contre-intuitif. On n'imagine pas une brigade composée de policiers essentiellement féminins. Mais est-ce que ça change quelque chose justement dans le rapport au travail, j'imagine, et à un travail particulier avec ces enfants ? Alors, sur les 30 membres de la brigade des mineurs, la brigade des mineurs, c'est un couloir. Du 3e étage de l'évêché, 2e hôtel de police de France, après celui de Paris. C'est une dizaine de bureaux, c'est 5 groupes.
Sur les 5 groupes, donc, qui sont composés à peu près chacun de 6 personnes. Sur les 30 policiers, je ne parle pas de l'état-major, commandant et 2 adjointes, vous avez 23 femmes et 7 hommes. Ces 23 femmes ont une triple particularité, c'est qu'elles sont extrêmement solidaires entre elles, c'est-à-dire que dès qu'il y a un problème, un groupe a une difficulté à enquêter, à mener des auditions, donc il y a une enquêtrice qui arrive en disant « je vais t'aider, file-moi le dossier, je vais te remplacer, etc. » Elles m'ont dit... Nadia, un jour, m'a croisé dans le couloir et elle me dit « Mais Claude, pourquoi tu t'intéresses à nous ?» Je lui dis « Mais parce que vous faites un boulot extraordinaire, parce que vous êtes déterminé, vous êtes drôle. » Et elle me dit « Mais Claude, on fait notre boulot, quoi. On est comme des urgentistes. Quand une voiture se fracasse contre un mur et qu'on sait qu'à l'intérieur, il y a 3 personnes qui sont peut-être en train de mourir, on ne se pose pas la question de savoir si on va avoir du sang, de la cervelle, des gens fracassés. On y va. » Et puis, il y a un deuxième qui est arrivé, qui s'appelle Stéphanie, qu'on appelle le chat noir, parce qu'elle a toujours les affaires les plus épouvantables au moment le pire. Et Stéphanie me dit « Mais moi, je suis une guerrière. Moi, je suis là pour sauver des enfants. Moi, je suis là pour faire en sorte qu'on arrive à mettre sous les verrous toutes ces crapules, ces escrocs, ces violeurs, ces agresseurs, etc. » Donc, il y a cette fonction qui est... Et la troisième raison, c'est qu'elles ont un humour qui les tient. Elles organisent une fois par mois, je le raconte dans le livre, j'ai jamais vu ça. Elles organisent un apéro dans le 3e étage. Oui, ça a l'air sportif. Elles s'arrêtent à midi, juste au moment où, de la pause déjeuner, elles reprennent à 14h. Et pendant 2 heures, c'est karaoké, elles arrivent avec leur enceinte, elles chantent. Alors, elles chantent n'importe quoi, c'est un ringard absolu, mais elles se marrent. Elles dansent, elles m'ont invité. Moi, j'étais là à boire des coups. Il y a le commandant de la brigade qui s'appelle Marc, d'ailleurs, qui est sur un fauteuil roulant et qui, au milieu des filles, le regarde comme ça, de bas en haut, c'est marrant. 14h, elle ferme les portes. Et ce qu'il y a, c'est que j'en ai beaucoup discuté avec elles. Ce sont des mères. Ce sont parfois, il y en a 2 d'ailleurs qui sont grand-mères. Et ce sont des sœurs, et elles ont probablement, alors je sais que ça ne va pas plaire aux féministes, mais probablement qu'elles ont un regard sur les enfants qui est beaucoup plus attentionné, beaucoup plus chaleureux, où elles comprennent davantage la psychologie des petits êtres qui sont en face d'eux, qui ont été maltraités, violés, battus, parfois enlevés par un conjoint. Et elles savent exactement les questions qu'il faut poser et comment les poser. Oui, il y a une fibre. Oui, il y a une fibre. Je sais que c'est un peu cucu de dire ça, mais elles ont une fibre maternelle. Je ne dis pas que les enquêteurs n'ont pas la fibre paternelle, ce serait absurde de dire ça. Mais moi, je voyais bien, parce que j'ai quand même assisté à une centaine d'auditions, et beaucoup d'auditions avec des tout petits, des enfants de 5 ans, je voyais bien que dans l'intonation, dans la voix, le vocabulaire, il y a un protocole qu'on appelle le protocole de Nicht, qui permet aux enquêtrices... protocole qui a été inventé par un psychanalyste américain qui permet de poser des questions très larges pour que l'enfant prenne confiance et conscience de l'endroit où il est. Je voyais bien qu'il y avait une différence de ton, de voix, de douceur. J'ai assisté à 2-3 auditions où j'ai craqué, j'ai pleuré, d'une petite qui avait été violée par son grand-père. Et on voit Stéphanie, le chat noir, qui s'approche d'elle, qui quitte son bureau, qui se met à côté d'elle, qui lui chante une chanson dans le creux de l'oreille. Moi, j'entends à peine cette espèce de petite chanson, là, une ritournelle, et puis elle prend une peluche, elle lui met une espèce de girafe, et puis après la gamine prend un zèbre, et puis elle commence à se mettre en confiance, et puis la gamine, finalement, elle dit je veux pas que tu fasses de mal à maman, je l'aime. En l'occurrence, c'était là, dans le deuxième exemple, c'est une maman qui avait agressé sexuellement sa fille, et dans l'histoire du père, c'est un grand-père qui avait violé, agressé sexuellement la petite fille. Et dans les 2 occasions, c'était des auditions, enfin, je peux même pas appeler ça des auditions, c'était, comment dire, il y avait une confiance absolument extraordinaire. Et donc, les enfants, à ce moment-là, se lâchent, disent, racontent ce qui leur est arrivé avec leurs mots. Et ce qui est très surprenant, c'est que les enfants s'expriment très très bien. Alors ils ont une capacité de concentration qui n'est pas très longue, parce qu'ici ils voient une affiche, oui, ils vont changer, ils vont changer, ils vont se lever, etc. Mais pendant ces 7-8 minutes, les enquêtrices sont vraiment extraordinaires. Et alors, vous disiez à l'instant que cette description
de la féminité avec les enfants n'allait pas plaire aux féministes. Il y a autre chose qui plaît pas aux féministes. Donc je vous vois venir. je commence par là puisque vous en parliez. Mais vous expliquez dans votre livre, vous parlez avec une enquêtrice justement qui vous explique, vous lui posez la question de pourquoi il y a 8 dossiers sur 10 dans les histoires de viol qui sont classés par la justice avant même de trouver l'agresseur ou à défaut de trouver l'agresseur ou à défaut d'avoir un agresseur tout court. Et là, vous avez une phrase, vous répondez à cette enquêtrice, mais si je raconte exactement ce que tu me dis, je vais me faire pendre par les néo-féministes. Alors, expliquez-nous un peu cette scène vous-même. Oui, alors c'est très marrant parce que je suis en face de Jeanne, qui est en face de moi, et elle n'arrêtait pas elle avait un geste, elle poussait ses dossiers comme ça, et puis on avait un paquet, des bleus, des roses, des verts, etc. Et je dis, mais à ce moment-là, je vous voyais, mais qu'est-ce que vous faites? Il me dit, j'en peux plus de ces dossiers, j'en ai marre, j'ai le parquet sur le dos, la juge, elle veut qu'on traite en urgence, pardon, je vais être vulgaire, ces putains de dossiers. Je dis, mais c'est quoi ces dossiers? Et elle me dit, c'est des dossiers d'agression sexuelle, et à côté, il y a Delphine qui ricane. Elle dit, agression sexuelle, c'est vite dit. Et là, je me tourne, je dis, mais pourquoi? Et donc là, Jeanne m'explique, en fait, elle me dit, on a, chacune d'entre nous, par an, environ une quarantaine de dossiers d'agression sexuelle. Et on s'est rendu compte que, tout de suite, quand elle voit arriver une femme, parce qu'en l'occurrence, ce sont des femmes qui viennent déposer plainte, il me dit, au bout de 10 minutes d'audition, on comprend que ça ne tient pas la route. Aussi bien les filles que les magistrats vous disent, mais il y a toujours une part d'intuition dans notre métier. Mais c'est fini, ça. C'est terminé. Ça ne veut pas dire qu'on risque de... être intuitif, ça peut amener parfois aussi à commettre des erreurs. Mais ces femmes-là, ces hommes-là qui ont une expérience qui est colossale, ils savent, grosso modo. Quand Jeanne me dit, au bout de 10 minutes, tu vois si une femme ment. On a l'exemple dans le livre de Louane, qui a 15 ans, qui va accuser un vieux monsieur de 70 ans dans une confrontation. Moi, je suis dans un coin de bureau, je suis en train de prendre des notes. Je vois Louane qui raconte comment elle a été violée, comment un mec qu'elle connaissait pas l'a poussée dans son appartement. Elle descendait du 3e étage où elle avait rendu visite à une de ses copines. Et puis elle rentre, et puis Guy, qui est l'enquêteur, lui dit, mais comment était la lumière? Quelle était la couleur du papier peint? L'odeur? Comment il était? Est-ce qu'il était poilu? Est-ce qu'il avait des tatouages? Après, elle pose même des questions un peu intimes sur le sexe, qu'est-ce qu'il sentait, son parfum. Et puis la gamine, elle dit, je sais pas. Et puis le gars à côté, qui était un vieux monsieur, n'arrêtait pas de dire, mais je la connais pas, je sais pas qui c'est cette jeune fille, pourquoi elle dit ça, elle ment. Et puis ça dure, 2h30 la confrontation. Moi, je suis hyper mal à l'aise. Oui, j'imagine. Là, l'un et l'autre avaient accepté que je sois présent, donc ma présence avait été acceptée. Le gars retourne parce que le père de la jeune fille... Parce qu'au final... Guy reconvoque la gamine, il lui dit 3 semaines après, il lui dit, bon voilà, j'ai plus le dossier dans un quart d'heure. Il part chez le procureur, ton agresseur, celui qui t'a violé, risque d'aller en prison, aux assises, donc il va se prendre minimum 15 ans, parce que c'est grave. Louane, est-ce que tu es sûr de ce que tu dis? Il affirme 1 fois, 2 fois, 3 fois, et au final, la gamine va dire, non, j'ai menti à 100%. Donc lui, il essaie de comprendre, Guy l'enquêteur, il a appelé le père, c'est un couple séparé, la mère qui ne veut pas répondre. Il appelle le père et le père lui dit, mais je dois vous avouer quelque chose, ma fille a fait exactement la même chose que sa mère 20 ans plus tôt. Ça prouve aussi que parfois il peut y avoir du mensonge. Il y a souvent des vérités, très souvent. Mais là où c'est complexe, c'est que cette gamine, ensuite, elle a dit, elle a continué à mentir, c'est-à-dire en disant, oui, mais je suis agressée sexuellement au collège, ma copine a été violée, la police n'a rien fait, donc les enquêteurs ont enquêté, en fait, sa copine n'a jamais été violée, la copine a dit, non, j'ai jamais été violée. Ils ont interrogé la mère qui s'est murée dans un silence absolu, et Guy a un peu pété les plombs, parce qu'il a dit, le mec, là, l'agresseur potentiel, il a été fiché au fichier des délinquants sexuels. Comme ça s'est passé dans un immeuble assez bourgeois, le type, plus personne ne lui parlait. Sa femme s'est barrée, parce qu'elle a vraiment cru à un moment donné qu'il avait violé une gamine de 15 ans. Donc, il l'a convoqué en lui disant, article, je ne sais plus combien du code pénal, dénonciation calomnieuse, etc. Tu vas prendre 6 mois de prison avec sursis et 70 000 € d'amende. Bon, pour la calmer, le procureur lui avait dit, faites-lui peur.
Laissez-la 2-3 heures mûrir dans les geôles de l'hôtel de police, que ça lui donne une leçon, quoi. Mais c'était stupéfiant, parce que ce type a frôlé les assises, quoi, et la détention. Mais à l'inverse, et c'est là où moi j'ai eu beaucoup de chance, j'ai assisté à 2 aveux. Le premier, c'était un ancien beau mec, voyou, évadé des baumettes, escroc. Mais cette histoire est magnifique, où elle le fait craquer puis, sur... le mec, il dit non, j'ai pas violé ma petite fille, enfin je sais plus si c'est sa petite fille ou la fille de sa compagne. Mais c'est il y a 20 ans, 25 ans, hein. Non, mais non. Mais il disait pas non, il disait j'entends ce qu'elle dit, mais je ne suis pas d'accord. Et le flic se dit tiens, là il y a une faille. Il devrait dire non, elle ment, c'est une enfoirée. Parce que vous avez des mecs qui disent non, cette petite pute, elle me ment, elle était jalouse, ceci, cela, etc. Là, il a un discours un peu bizarroïde, quoi. Deuxième audition, j'ai assis, je suis derrière lui, le mec il est droit. Et puis Alex lui dit mais vous êtes un beau mec, vous êtes un vrai voyou, vous êtes évadé des baumettes. Quand vous avez été repris par la police, vous avez été applaudi par les co-détenus. Vous avez tué une prostituée, puis vous avez été à moitié blanchi parce que c'était presque une erreur, on n'a jamais su. Donc voilà, vous avez une stature, enfin quoi, je sais plus comment il s'appelle, un peu de dignité. Rendez la dignité à cette jeune fille, qu'elle puisse respirer, vivre. Il monte un peu le ton. Et là, moi, je suis derrière, je vois le mec qui commence à courber les chines. Je me dis, il va craquer. Et puis au bout d'un moment, il dit comme ça, mais une petite voix, quoi, c'est filmé, hein. Il dit oui, je l'ai violée, mais ça s'est pas passé comme ça. D'ailleurs, le flic Alex, qui est un jeune flic qui a pas trop d'expérience, mais là sur le coup, il avait été bon. Je crois qu'il n'en revient pas lui-même. Ouais. Et donc il fait un truc. Bon, je vous le dis, hein, parce que maintenant c'est passé. Vous pouvez jamais laisser un mis en cause seul dans un bureau, parce qu'il peut se jeter par la fenêtre, il peut se tailler, enfin bon, bref. Il me dit, reste là et garde-le. Je dis, mais t'es fou, quoi. Il est allé chercher son chef de groupe. En 3 secondes, il lui a murmuré ce qui s'était passé. Le chef de groupe est arrivé. C'est une femme qui s'appelle Karine, grande nana, cheveux bouclés, solide, quoi. Ça en avant. Il dit, alors monsieur, on a violé la jeune fille. Enfin, vous avouez. Bravo. Vous avez enfin rendu la dignité à cette jeune fille. Bravo. Merci. Le mec, il a regardé, il dit, c'est pas possible, quoi. Moi, je suis en psychothérapie depuis 4 mois. J'en ai pris plein la gueule. Je suis sorti, un soir, je pleurais devant un film nunuche. Ma femme m'a regardé, elle m'a dit, écoute, va voir un psy, parce que sinon, tu vas péter les plombs. Mais franchement, sincèrement, parce que c'était dur, quoi. Vous passez d'affaires horribles à affaires horribles. Et je pouvais pas en parler à ma femme, parce qu'elle me dit, non, tais-toi, à la maison, on parle tout ce que tu veux, mais pas de ça. Et donc, comme j'ai passé quasiment 10-12 heures par jour, je sortais de la brigade, je rentrais chez moi, je dormais, j'en rêvais. Le matin, je me réveillais, mais qu'est-ce qui va te tomber sur le coin de la gueule ? Et puis, je me suis dit, voilà, ces femmes-là, elles se révoltent aujourd'hui. Là, j'ai la colère, aujourd'hui. J'ai la colère parce que les politiques n'ont rien compris. Que si on ne crée pas, moi, c'est mon point de vue, hein, je ne dis pas que j'ai raison, mais que si on ne crée pas des parquets spéciaux, des brigades qui sont capables de traiter les violences faites aux femmes, les violences intraconjugales, les viols, y compris les viols incestueux, parce qu'il faut remonter 10, 15, 20, 30 ans avant, etc. Si on ne fait pas, alors je ne dis pas des brigades spéciales, mais presque. Il faut... Non, mais c'est vrai qu'en fait, on voit que la décision, là, en l'occurrence, de leur mettre ces dossiers-là en plus, comme si elles en avaient pas assez initialement déjà, et comme si l'expertise était la même et que tous ces travaux étaient exactement les mêmes, on sent que les décisions sont prises très loin de leur terrain, où pourtant elles font un travail absolument hallucinant. La vulnérabilité des enfants dans la société d'aujourd'hui n'a jamais été aussi forte et aussi violente. La prostitution des mineurs à Marseille de moins de 15 ans qui se retrouvent dans les mains de proxénètes, qui sont à peine plus âgés, qui sont des esclavagistes des temps modernes, parce que les gamines arrivent à Marseille en croyant qu'elles vont tomber sur l'Eldorado du sud de l'Europe, c'est terrible. Il y a des centaines de dossiers de prostitution. Valérie, qui est le chef de groupe, quand je suis dans son bureau, c'est en novembre 2022, c'est pas vieux, je la revois 3 mois après. On fait un apéro pour les remercier, on fait une séance de dédicace du bouquin. Elle me dit, Claude, reviens là. On a des gamines de 11-12 ans. On ne sait pas ce qui se passe. En 4 mois, on est passé de 15 ans à 12 ans. Qu'est-ce qui se passe ? Les bébés secoués.
La semaine dernière, 2 bébés secoués. Elles m'ont Alors ça, appelé. vous racontez, je précise que vous racontez vous-même votre étonnement devant la découverte du nombre de ces bébés secoués dont s'occupe la brigade des mineurs. Il y en a 500 en France, que je ne savais pas. Il y a un nombre incalculable d'associations qui s'occupent des bébés secoués. Là, vous avez affaire à des parents qui se trouvent en garde à vue. Et moi, j'ai appris au fur et à mesure, mais en discutant avec les psys qui étaient là, avec les flics, que 70% des bébés secoués, c'est le père, 20% c'est la maman et 10% c'est les nounous. Et que sur les 70% de mecs qui secouent leur bébé, il y en a je sais pas, 1 sur 10 qui dit oui, je l'ai secoué. Tous les autres sont, il était malade, il est tombé, il doit avoir une maladie qu'on ne connaît pas, ça n'est pas moi, etc. Donc ça devient, et c'est là où c'est très énervant. Moi j'en veux à mes confrères journalistes, c'est pas un fait divers. Le viol d'une femme n'est pas un fait divers. L'agression sexuelle n'est pas un fait divers. Le bébé secoué n'est pas un fait divers. L'enfant qu'on tape, qu'on maltraite, ça n'est pas un fait divers. Ce sont des faits de société. Une société qui ne défend pas ses enfants, ses bébés, ses adolescents, et qui en plus, et le bouquin de Castanet sur le système Orpea, sur les maisons de retraite, ne défend pas les seniors, enfin les 3e, 4e âge, c'est une société qui est condamnée pour moi. Qui perd ses valeurs, qui perd ses repères, qui ne sait plus où elle va, et je n'arrive pas à comprendre.